régional des pêches. Tout à fait. Et maintenant, quelles conséquences sur le plan économique et social? Parce que normalement, il doit y avoir d'énormes conséquences. Oui, bien sûr. Bien sûr que la pêche INN, c'est pourquoi on parle de fléau mondial. La pêche INN, ça tous les efforts des États. Que les États entreprennent pour une bonne gestion des pêcheries. Que les États entreprennent au plan économique, au plan social, au plan environnemental. C'est un fléau mondial. C'est pourquoi elle a des conséquences néfastes. Et ces conséquences néfastes peuvent être utilisées sur le plan économique comme sur le plan social. Comme sur le plan social. C'est-à-dire que les conséquences de la pêche, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la pêche illicite non déclarée, non réglementée sape les efforts des États. Selon une étude de la FAO, elle a montré que la pêche INN entraîne des pertes de l'ordre de 23 milliards de dollars US dans le monde entier et 500 millions dans la zone couverte par la commission sous-régionale des pêches. Et pour notre cas, nous au Sénégal, on dit qu'on perd chaque année 150 milliards de francs CFA dits à cette pêche INN. Mais ça ne s'arrête pas là. La pêche INN entraîne même, comment dire encore, une perte de revenus. Une fermeture des entreprises de pêche et des sous-traitants. Ce qui peut constituer un effritement sur le potentiel de création d'emplois. Parce qu'il faut comprendre que nous, au Sénégal, par exemple, la pêche contribue beaucoup à la création de revenus, à la création d'emplois, parce qu'on dit qu'il y a presque 600 000 emplois directs et indirects pour le secteur de la pêche. Il y a aussi une forte communauté de population qui vivent de cette pêche, parce qu'on dit que la pêche a un apport de 75% de protéines d'origine animale indispensable pour la subsistance des populations. C'est-à-dire que si on parle de la moyenne, on dit qu'au Sénégal, il y a 29 kg par habitant et par an de consommation de poissons. Donc, cette pêche INN ne peut pas y avoir des répercussions. Ça a des répercussions sur la contribution de la pêche sur le PIB national, mais également sur la valeur des exportations. Parce qu'il ne faut pas oublier que au Sénégal, c'est la pêche qui est le premier poste des exportations. Mais tout cela, la pêche INN entraîne un frein par rapport à cela. Mais le mieux, les femmes transformatrices des produits de la mer. Parce que si, par exemple, les navires de pêche, comme je l'ai dit, c'est des navires usines, ils font de la transformation sur place, ils vont congeler les poissons et les mettre dans des navires frigorifiques et pour les amener directement. Donc, si maintenant il n'y a plus de débarquement au niveau des quais de pêche, au niveau des ports, l'activité des femmes transformatrices va être au ralenti. Et tout ça, c'est des conséquences néfastes que la pêche INN entraîne, aussi bien sur le plan économique et sur le plan social. Tout à fait. Et maintenant, on a même un peu répondu à cette question que je vous posais concernant le repos biologique, etc. Donc aujourd'hui, quel impact sur la préservation effectivement de ces ressources-là et effectivement sur leur habitat, parce que c'est important. Vous avez tantôt parlé des filets qui ne sont pas biodégradables et qui sont là-bas, qui continuent à pêcher. Quel est l'impact aujourd'hui que l'on peut noter? Oui, l'impact au plan environnemental, pour moi personnellement, c'est le plus grand souci avec cette pratique de pêche INN. Parce que les poissons, c'est des ressources qui vivent. Quand il n'y a pas une reproduction, il n'y a pas une régénération, mais on va les perdre. C'est pourquoi on nous dit que presque 90% des stocks mondiaux sont exploités au maximum, voire surexploités. Mais quand on dit que 90%, et ça ce que je vous dis, c'est des études de la FAO. On va en arriver là, parce que la FAO fait beaucoup de choses
dans le cadre de la lutte contre la peste INN. Mais quand on dit que presque 90% des stocks de poissons sont exploités au maximum ou bien surexploités, mais il y a de quoi s'inquiéter. Et cette peste INN, comme je vous l'ai dit, c'est les pratiquants de cette peste INN. Ils ne respectent pas de zone de peste. Ils ne respectent pas de période de repos biologique. Tout à fait. Ils ne respectent pas par exemple, qui dit un navire de pêche. Souvent, ils ont doté d'un équipage qui est spécialisé au tri. C'est-à-dire que, par exemple, même ça peut être, ça peut ne pas même être un navire pirate. Ça peut être un navire qui a une autorisation de pêche. Mais dans l'autorisation, dans la licence de pêche, on vous dit que maintenant, vous avez autorisation de pêcher dans telle zone. Et c'est bien délimité. Vous avez autorisation de pêcher telle espèce. Vous avez l'autorisation de pêcher telle quantité. C'est-à-dire que c'est ça qui est contenu dans la licence de pêche. On vous donne maintenant un quota de prise accessoire. Parce que souvent, quand vous pêchez, il y a d'autres espèces qui sont mélangées avec les espèces que vous êtes en train de pêcher. Il y a, comment encore, un certain nombre de prises accessoires que l'on peut accepter. Mais le plus souvent, dans la pratique, c'est-à-dire que tu vois par exemple un crevettier qui capture 5 tonnes de poissons. Mais après le tri, il ne retient que 200 kg de crevettes. C'est-à-dire que toutes les autres espèces, il les rejette en mer sans vie. Mais imaginez ça, mais ça va avoir des conséquences sur l'environnement. Ça va avoir des conséquences sur la reproduction. Parce que le plus souvent, c'est des espèces. C'est-à-dire que c'est des juvéniles. Et on a besoin de ces juvéniles pour une régénération des espèces. Les bateaux pirates, c'est-à-dire que c'est des bateaux usines. Ils ont des engins lourds. Mais ces engins lourds, ils détruisent le fond marin. C'est-à-dire que là où les poissons se cachent pour faire la reproduction, les filets, c'est des filets lourds qui cassent tout, qui détruisent tout. Même il est arrivé que, par exemple, il y a un reportage de l'ONG Greenpeace qui montre que des bateaux usines qui font de la pêche illicite en Guinée. Mais quand vous regardez le film, mais vous avez l'impression que c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que même les bateaux, ils viennent même au niveau de la zone réservée à la pêche artisanale, ils détruisent les filets des pêcheurs artisans, ils cachent même leurs pirogues. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne laissent tout sur eux. C'est-à-dire que c'est des engins lourds qui vont détruire l'écosystème. Il y a des conséquences sur l'écosystème. Il y a des conséquences sur le fond marin. Ils même jusqu'à aller pêcher les espèces qui sont protégées, comme par exemple les tortues. Les tortues marines, c'est des espèces qui sont protégées. Il y a également les oiseaux marins. Mais ils vont pêcher tout. Après, ils font leur tri, ils vont rejeter ça. Mais le pire, au moment où ils vont les rejeter, ils vont que ces espèces sont maintenant sans vie. Voilà. Tout ça, ça a des répercussions sur l'écosystème. Ça empêche la régénération des poissons. Ça détruit la biodiversité. Ça sape les efforts pour la durabilité des pêches. Donc, c'est pourquoi, sur le plan environnemental, comme vous l'avez dit bien dit tout à l'heure, c'est pas seulement que la pêche, mais il y a des industries connexes à la pêche aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il faut vraiment y veiller. Et c'est pourquoi j'aimerais bien vous dire aujourd'hui quelles sont les stratégies juridiques, mais également institutionnelles qu'il faille mettre en place afin de lutter contre aujourd'hui ce fléau. Oui, il y a, par rapport aux stratégies institutionnelles et juridiques, comme je vous l'ai dit, la peste INN, c'est un phénomène mondial qui est très préoccupant. C'est pourquoi aussi bien au plan international, au plan régional, sous-régional comme national, il y a beaucoup de stratégies qui ont été, je ne dirais même pas qui ont été établies, mais qui continuent de façon continue. Les gens établissent des stratégies pour lutter contre ce fléau. Par exemple, quand on prend sur le plan international, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mène beaucoup d'actions allant dans le sens de la lutte
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La FAO accompagne les États et les organisations de gestion des pêches dans leur lutte contre la pêche illicite, en quoi faisant par le renforcement des capacités des organes en charge du suivi, contrôle et surveillance des pêches, mais également dans le cadre de leur législation, dans le cadre de l'élaboration de leur législation, la FAO accompagne les États, surtout les États côtiers, dans le cadre de l'élaboration et dans le cadre de la définition de leur stratégie de lutte contre la pêche INN. Sur le plan juridique, la FAO a adopté un certain nombre d'instruments. Il y en a beaucoup, mais je vais juste lister ceux qui ont un trait direct à la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Il y a d'abord l'accord de 1993 qui vise à empêcher la réimmatriculation de certains navires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas respecter les mesures de gestion et de préservation de la pêche. Mais il y a également, comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, le plan d'action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, à éradiquer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Ce plan d'action n'est pas un instrument contraignant, c'est un instrument incitatif parce que ça a été conçu dans le cadre du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable. C'est-à-dire que c'est un plan qui incite les États à prendre davantage de mesures, mais également à élaborer leur propre plan pour lutter contre la pêche INN. Mais le texte révolutionnaire de la FAO ou bien de l'Organisation des Nations Unies, c'est l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'état du port. Parce que pourquoi c'est un texte révolutionnaire? Parce que c'est le premier traité international à caractère contraignant destiné exclusivement à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Parce que cet accord empêche les produits issus de la pêche INN d'entrer dans les ports et de pénétrer les marchés nationaux et internationaux. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'un navire veut débarquer sa cargaison dans un port ou bien dans un site de débarquement, il est obligé de demander au préalable l'autorisation d'entrée. Et l'État qui applique les mesures de l'État du port peut donner l'autorisation comme il peut l'accepter. Quand l'État soupçonne le navire de pratique de pêche illicite, il refuse l'accès à ce navire. Par exemple, si tous les États au monde, si tous les ports, si tous les sites de débarquement refusaient l'accès, comment dire encore, aux navires qui s'adonnent aux pratiques de pêche INN, mais ça va dissuader ces navires ou bien les personnes qui s'adonnent à cette activité à laisser cette pratique. Parce que ça ne sert à rien comme, bon, si vous pouvez m'exprimer, je le dis en wolof, mais il faut que c'est-à-dire que quand il entre dans les eaux de façon impunie, tu pêches. Maintenant, tu veux débarquer, on veut dire que tu ne débarques pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta cargaison? Mais si ça continue, les gens vont arrêter, vont cesser cette pratique. C'est pourquoi l'accord est fondamental. C'est pourquoi les États doivent tout faire pour vraiment appliquer l'accord dans toute sa rigueur. Parce que ça permet en tout cas une application effective et efficace de l'accord va réduire drastiquement cette pratique de pêche. Il y a également, pour finir avec la FAO, il y a les directives volontaires de 2014 qui ont été prises pour amener les États du pavillon à prendre davantage de responsabilités vis-à-vis des navires portant le pavillon en ce qui concerne la préservation et la ressource, mais pour lutter efficacement contre la pêche INN. Parce que je vais en venir. Cette lutte, ça concerne aussi bien les États côtiers, les États du pavillon et les États du port. Quand je parle d'États côtiers, c'est les États, comment encore? Bon, le terme côtier, ça veut dire tout. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a ce qu'on appelle les eaux qui sont dans la juridiction d'un État. Les eaux qui sont dans la juridiction d'un État
En tout cas, cet État, on peut le qualifier d'État côtier, qui a compétence dans ces eaux sous sa juridiction. Et souvent, c'est les eaux intérieures, c'est la mer territoriale, c'est la zone économique exclusive. Ce sont ces États côtiers qui doivent protéger le eaux. Quand on parle d'État du pavillon, c'est l'État. Comment encore, le navire porte le nom de cet État, c'est-à-dire qu'il offre sa nationalité au navire et on l'appelle communément État du pavillon. Quand on parle d'État du port, c'est-à-dire que l'État qui a ses ports, qui a ses sites de débarquement et les navires de pêche viennent débarquer leur capture, leur cargaison dans ces ports. Si on parlait d'un autre thème, l'État du port pourrait avoir une autre signification. Mais en ce qui concerne ici la pêche, quand je dis État du port, ça concerne l'État qui a l'espace qui est abrité pour vraiment les navires puissent venir décharger leur cargaison. Ça, c'était sur le plan, la FAO. Mais le mieux, le plus, c'est-à-dire que l'Organisation des Nations Unies, dans sa résolution sur la viabilité des pêches, a déclaré le 5 juin de chaque année Journée internationale de lutte contre la pêche INN. Ouais. Le 5 juin a été choisi parce que c'est un événement historique. Ça a coïncidé avec l'entrée en vigueur de l'accord sur les mesures de ressort parce que c'est entré en vigueur en 2016. Ça coïncide avec l'entrée en vigueur de l'accord. Et comme je vous l'ai dit, c'est le premier traité international à caractère contraignant qui est destiné exclusivement à la lutte contre la pêche illicite. Donc, pour vous dire qu'au plan international, ce sont ces mesures, aussi bien sur le plan institutionnel et sur le plan juridique, qui ont été pris pour lutter contre la pêche INN. Au plan également, au plan régional, il y a la CEDEAO, il y a également l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui accompagne les États dans le cadre de leur lutte contre la pêche illicite. Au plan sous-régional, il y a, je vous l'avais dit tout à l'heure, la Commission sous-régionale des pêches. La Commission sous-régionale des pêches, c'est une organisation gouvernementale de coopération halieutique qui est composée de 7 États, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Ce sont ces États qui se sont regroupés dans cette commission. Et la commission sous-régionale de paix a été créée par la convention du 29 mars 1985 qui a été amendée par la suite par la convention de 1993. La commission sous-régionale des pêches participe également à la lutte contre la pêche illicite. En quoi faisant il appuie les États dans le cadre de leurs actions de suivi, contrôle et surveillance des pêches, parce que la commission sous-régionale des pêches organise souvent des surveillances, des surveillances dans les zones, de la surveillance participative. C'est-à-dire qu'on invite tous les États de venir apporter leur matériel, de venir apporter leur personnel, de venir apporter leurs moyens et ils vont cibler des eaux, ils vont faire ce qu'on appelle une surveillance participative. La commission sous-régionale des pêches le fait. Mais la commission sous-régionale des pêches également aide les États dans le cadre de leur politique de lutte contre la pêche illicite. Parce qu'il faut également comprendre que lutter contre la pêche INN, chaque État, pris de façon individuelle, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la coopération. Il faut qu'il y ait la coopération pour lutter contre cette pêche INN. Et la commission sous-régionale de pêche joue ce rôle. C'est-à-dire qu'il aide les États membres de coopérer leurs actions allant dans le sens de la lutte contre la pêche. Et il a pris un certain nombre de dispositions, de textes juridiques dans le cadre de cette lutte. Il y a la convention CMA sur les conditions minimales d'accès aux ressources halieutiques de 2012. Il y a la déclaration de Nouakchott de 2001 sur la pêche illicite. Il y a la déclaration de Dakar de 2014 sur la pêche illicite. Il y a aussi la convention sur l'exercice de la poursuite maritime
Tout ça, c'est des dispositions que la Commission sous-régionale des pêches a élaborées dans le cadre de son soutien à la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée. Et la Commission sous-régionale des pêches est même jusqu'à aller en 2013 au niveau du Tribunal international du droit de la mer pour un avis consultatif sur des questions qui relèvent de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et tout ça, c'était par rapport à la surexploitation des ressources qui sont dans nos eaux, mais également par rapport à la présence très inquiétante de cette pêche INN. Mais la commission sous-régionale des pêches voulait, à travers cet avis consultatif, toucher en réalité les obligations et les responsabilités des États du pavillon en ce qui concerne leurs navires qui viennent dans nos eaux et faire s'adonner à ces activités de pêche illicite. Pour dire aussi que la Commission sous-régionale des pêches mène également beaucoup d'actions allant dans le sens de la lutte contre la pêche INN. Il y a au plan national le Sénégal qui s'active beaucoup à la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Par exemple, c'est le ministère des Pêches et de l'économie maritime, à travers la direction de la protection et de la surveillance des pêches, qui est chargé de tout ce qui est question de suivi, contrôle et surveillance des pêches, également de la sécurité de la pêche artisanale. La direction de la pêche, la direction de la protection et de la surveillance des pêches mène des opérations de surveillance à travers des patrouilles en mer, qui est aidée en cela par la marine nationale. Il mène également des patrouilles aériennes avec le concours des éléments français au Sénégal. Il y a également des opérations qui se font au niveau des ports, au niveau des sites de débarquement et au niveau des usines. C'est-à-dire que c'est des inspections qui se font. Quand les navires ou bien les pirogues viennent débarquer leur captifs, il y a des inspecteurs qui sont sur place pour faire les inspections sur place. Il y a également ce qu'on appelle la certification des produits, ça destiné à l'exportation pour voir l'origine, si c'est licite ou bien c'est illicite. Il y a également des opérations de surveillance qui se font sur place au niveau du centre radar, c'est à travers les satellites, 24 heures sur 24. Tout ça, c'est des opérations factuelles que la direction de la protection et de la surveillance des pêches, qui est le bras armé du ministère des Pêches et de l'économie, en charge de ces questions de surveillance des eaux. Également, sur le plan institutionnel, il y a d'autres services qui accompagnent la direction de la protection de la surveillance. Il y a les services déconcentrés au niveau, sur le plan continental, qui mènent des actions de surveillance, qui sont aidés en cela par les brigades des gendarmes. Au plan juridique, le Sénégal a pris un certain nombre de mesures allant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée. Il y a d'abord l'adoption de la pêche du Code de la pêche maritime de 2015, qui vient modifier le Code de la pêche maritime de 1998. Dans le Code de la pêche maritime de 2015, c'est la première fois dans une législation nationale que les dispositions destinées à la lutte contre la pêche INN sont intégrées dans un dispositif national. C'est pourquoi on dit que ce Code de la pêche maritime, il est révolutionnaire en ce sens. Il y a même les dispositions du ressort de l'État du port qui sont intégrées dans ce code de la pêche maritime. Mais le plus remarqué dans ce code, c'est les sanctions. C'est-à-dire que dans le code de 2015, on a constaté le durcissement des sanctions pour éradiquer la pêche illicite non déclarée, non réglementée. Par exemple, quand c'est un navire étranger qu'on surprend dans nos eaux, et si toutefois on l'a inspecté et le navire est arraisonné, la sanction minimale, c'est 500 millions. Ça peut aller jusqu'à 1 milliard. Et en cas de récidive, il y a la confiscation du navire. C'est pour vous dire que le Sénégal a fait des efforts dans ce cadre
avec le code des pêches maritimes. Et aujourd'hui, il y a une tendance vers la révision même de ce code des pêches maritimes pour encore davantage prendre encore des dispositions qui va inciter ceux qui s'adonnent à cette pratique de pêche d'éradiquer définitivement. Le Sénégal également, avec le soutien de la Banque mondiale, a élaboré son propre plan d'action national en 2015. Il a également ratifié l'accord que j'ai dit tout à l'heure, l'accord sur les mesures de ressort de l'État du port. L'État du Sénégal a ratifié cet accord et les dispositions de l'accord ont été intégrées dans le code de 2015. Pour vous dire que le Sénégal n'est pas en reste par rapport à cette campagne mondiale de lutte contre cette peste qui est un fléau mondial. Récemment, le ministère des Pêches et de l'économie maritime s'est engagé dans un projet sur la gouvernance des pêches. C'est-à-dire qu'en collaboration avec le partenariat régional pour la conservation de la zone marine pour la conservation de la zone marine et côtière en Afrique de l'Ouest, PRCM, et les partenaires comme Environmental Justice Foundation et Trigmat Trading. En tout cas, je ne suis pas bien en anglais. On comprend. Il faut me comprendre. Je ne suis pas bien en anglais. Je me débrouille bien, mais je ne suis pas bien en anglais. Mais c'est un partenariat qui vise à renforcer la capacité des organes dans le cadre de leur lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. En quoi faisant? En mettant l'accent sur la transparence. Parce que la transparence au niveau de la gestion, c'est tout pour vous dire que le Sénégal également mène des actions, mais il faut le dire, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que la direction de la pêche et de la protection des pêches maritimes manque de tout pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Il y a un problème de personnel. Le personnel qui est chargé pour faire les inspections, c'est pas du tout, c'est insuffisant. Les moyens matériels, malgré l'acquisition de patrouilleurs en haute mer, les moyens matériels posent problème. On ne dispose pas de suffisamment de moyens pour assurer une permanence en mer. Les ressources financières, n'en parlons pas. Souvent, ils rencontrent même des problèmes pour acheter des carburants pour pouvoir aller en mer. Donc, pour vous dire que malgré ces efforts, jusqu'à présent, on ne dispose pas de moyens nous permettant de surveiller nos eaux et le problème reste encore. En tout cas, sur cette question, c'était ça que je voudrais. Vous allez essayer de me comprendre que parler de la peste INN, c'est pas facile tellement. C'est-à-dire qu'on peut rester ici à parler, on ne peut pas. Ça doit faire l'objet de séminaires, de colloques en fait. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Dans ce bref temps, vous avez pu en tout cas nous expliquer tout ce qu'il fallait. Et on comprend mieux aujourd'hui qu'au moins il y a l'arsenal juridique qui est là. Il y a les stratégies institutionnelles qui sont là. Mais comme d'habitude, en tout cas, je ne vais pas dire au Sénégal, ce n'est pas une spécificité Sénégal, mais il y a le souci de l'applicabilité qui est là. On le note. Donc il y a des moyens de coercition qui sont là, mais on n'applique pas. On n'applique pas pourquoi? Parce que vous l'avez dit également, il y a un manque de moyens logistiques, financiers et les ressources humaines également ne sont pas là. En tout cas, ça a été clair. Peut-être une dernière question que vous allez nous expliquer rapidement. Selon vous, que peut-on faire pour éradiquer définitivement? Bien que je sache que ce n'est pas possible de l'éradiquer définitivement, mais on peut quand même rester optimiste. Selon vous, que peut-on faire? Oui, mais il est toujours important de rester optimiste. C'est-à-dire qu'éradiquer la pêche INN n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les stratégies pour lutter contre cette peste existent et continuent d'être améliorées. Mais jusqu'à présent, le problème reste et persiste.
ce qui veut dire que l'éradiquer définitivement, c'est, en tout cas, c'est pas facile, mais c'est possible. Comme vous l'avez dit, il faut rester toujours optimiste. Selon moi, pour éradiquer, je ne peux pas même parler d'éradiquer, mais pour lutter efficacement et durablement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, il y a un certain nombre de mesures à prendre. D'abord, il faudrait qu'il y ait du patriotisme. C'est fondamental. Et tout notre problème au Sénégal, c'est un problème de patriotisme. On parle souvent de patriotisme, mais dans l'application, toujours ça pose problème. Et c'est pas... Aujourd'hui, on parle de la pêche. Mais si on parlait, dans le secteur de l'agriculture, mais ça, ce serait la même chose. C'est la même chose. Par exemple, quand je parle de patriotisme, par exemple, souvent, la plupart des navires qui s'adonnent à cette pratique de pêche INN, mais c'est des navires étrangers, mais qui viennent au Sénégal. Il y a ça, bon, on ne peut pas l'aborder, c'est-à-dire que le phénomène des sociétés mixtes, vous l'avez souvent, c'était un débat, la sénégalisation des navires étrangers. C'était un problème. C'est un réel souci. C'est un réel souci. Et tout ce problème, c'est un problème de patriotisme. Parce que c'est des étrangers qui viennent avec leur flotte, ils vont trouver un Sénégalais, on va faire du prête-nom, ils vont créer une société de droit sénégalais. On dit que c'est le Sénégalais qui a 51%, la société étrangère à 49%, alors que ce n'est pas vrai. Alors que c'est une société à 100% de capitaux étrangers. C'est une société qui a une flotte étrangère. Et souvent, c'est des navires qui ne sont pas, en tout cas sur le plan environnemental, on ne devait même pas les accepter dans nos eaux. Mais c'est un problème de patriotisme. Il faut d'abord, la première chose, pour ce problème de patriotisme, avoir une politique, une bonne politique, une politique durable pour lutter contre ce fléau mondial. Mais il faut également de la transparence dans la gestion des pêches. Quand il n'y a pas la transparence dans la gestion des pêches, mais le problème va continuer. Et c'est ce problème c'est un problème fondamental. Je ne parle même pas dans la lutte contre la pêche, mais dans la gestion même globale, dans la gestion globale de la pêche, il y a un réel problème de transparence. Peut-être qu'avec ce projet que je vous ai dit tout à l'heure, le projet sur la gestion, le projet sur la gouvernance des pêches, en tout cas c'est un projet sur 3 ans qui a été financé par la Fondation Océan 5 sur un budget de presque plus de 645 millions de francs CFA pour 3 ans. Peut-être qu'avec ce projet, on va améliorer davantage la transparence. Mais il faut qu'il y ait la transparence dans la gestion pour qu'on puisse lutter efficacement contre la pêche illicite. Mais également, je voulais dire tout à l'heure, le partage d'informations. Il faut qu'un partage d'informations réel et fiable entre les États côtiers, les États du pavillon et les États du port. Parce que pour qu'on puisse appliquer efficacement l'accord sur les mesures de l'État du port, il faut qu'on partage. Par exemple, quand un navire a été inspecté dans nos ports, le navire a été soupçonné de pêche INN, mais le Sénégal doit partager l'information aussi bien au niveau des États du pavillon, aussi bien au niveau des États voisins, aussi bien au niveau des organisations de gestion des pêches, ce qui fait que ce navire a été, c'est-à-dire que ce navire ne peut plus faire d'activité parce que tous les États ont l'information sur ce navire. Donc il faut un partage d'informations réelles pour qu'on puisse lutter efficacement contre cette pêche illicite, contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Il faudrait également une réglementation efficace pour éradiquer toutes ces activités connexes à la pêche. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, les navires font des transbordements illégaux en mer. Ils font des transbordements illégaux en mer. Et le souci dans ces transbordements, c'est-à-dire qu'ils en profitent pour blanchir des captures qui ont été pêchées. Les téléspectateurs ont de la chance parce que nous avons quelqu'un qui maîtrise le domaine.
et qui vient de nous dire en tout cas des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, tellement il maîtrise le sujet. Et je pense qu'il y a à manger et à boire concernant ce domaine-là. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ceux qui doivent le faire vont entendre aujourd'hui ce que vous avez dit et ils vont s'y atteler. En tout cas, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir d'avoir accueilli aujourd'hui M. Mansour Ndiaye, je le répète, juste, mais qui s'active vraiment dans le maritime et qui maîtrise le sujet. Aujourd'hui, nous parlons de ce sujet. La prochaine fois, nous allons parler du droit à l'image, des données personnelles. Et ce sera la même chose à chaque fois. On va aborder des thèmes qui intéressent l'opinion, mais qui sont sensibles. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir. Nous vous remercions d'avoir été là. À la prochaine fois. Merci, au revoir.